En 1856, à Chicago, une ville entière a commencé à monter. Pas dans les livres de légende, pas dans une chronique oubliée. Dans les archives d'ingénieurs, dans les récits municipaux, dans les descriptions techniques d'une opération que l'on présente encore aujourd'hui comme un exploit de modernité. Des rues, des blocs entiers, des bâtiments de briques, parfois encore occupés, furent soulevés au-dessus de leur niveau d'origine. Des centaines d'hommes tournaient des vérins à vis en même temps, lentement, presque cérémonieusement, jusqu'à ce que la ville gagne plusieurs mètres de hauteur. L'explication officielle paraît simple. Chicago avait un problème d'égout. Le terrain était trop plat, trop bas, incapable d'évacuer correctement les eaux sales. Il fallait donc relever les rues, installer de nouvelles fondations, corriger le niveau de la ville. Mais plus on observe cette histoire, plus une question beaucoup moins confortable apparaît. Pourquoi la ville était-elle trop basse au départ? Si l'on construit une cité neuve sur des lots dessinés, sur une prairie ouverte, avec une planification censée être rationnelle, on ne commence pas par placer les premiers étages sous le niveau naturel du sol. On ne bâtit pas des entrées qui devront plus tard descendre sous la rue. On ne conçoit pas des fenêtres destinées à recevoir la lumière pour les laisser ensuite regarder une paroi de terre compactée. Et pourtant, ce détail n'appartient pas seulement à Chicago. Il y a peut-être un bâtiment comme celui-là près de chez vous. Vous êtes déjà passé devant sans vous arrêter. Une façade ancienne dont les fenêtres du bas semblent coupées par le trottoir. Une entrée trop basse. Un rez-de-chaussée qui ressemble à un sous-sol, mais dont les proportions ne mentent pas. Les encadrements sont soignés. Les moulures existent. Les ouvertures n'ont pas été dessinées pour être enterrées. Elles ont été dessinées pour être vues. On nous dit que les villes montent avec le temps, que les débris s'accumulent, que les rues se rehaussent, que les générations successives déposent des couches, comme le ferait un delta, lentement, naturellement, sans intention particulière. Et dans certains cas, cette explication peut suffire. Mais lorsqu'un même motif se répète de ville en ville, sur plusieurs continents, avec une régularité presque mécanique, le hasard commence à perdre de sa force. Car ce qui dérange ici, ce n'est pas seulement un bâtiment enterré. C'est l'uniformité du phénomène. C'est sa diffusion. C'est son apparition dans des endroits qui, selon le récit officiel, n'auraient pas dû partager les mêmes conditions, ni les mêmes causes, ni les mêmes conséquences. Des portes qui s'ouvrent sous la rue, des fenêtres à demi ensevelies, des premiers niveaux devenus caves alors qu'ils portent encore les signes évidents d'un étage habitable, des villes qui semblent avoir été recouvertes après coup. L'accumulation lente n'explique pas tout. Elle n'explique pas la vitesse. Elle n'explique pas la cohérence. Elle n'explique pas pourquoi tant de villes paraissent avoir subi, chacune à sa manière, une même correction du sol. Et c'est là que l'histoire commence à se fissurer. Saint-Pétersbourg offre l'un des exemples les plus troublants. Officiellement fondée en 1703 par Pierre le Grand, la ville aurait été érigée sur un delta marécageux, au prix d'un effort colossal. On nous parle de milliers d'ouvriers, de pieux enfoncés dans la boue, d'un projet impérial construit presque contre la nature. En quelques décennies, une capitale baroque, monumentale, parfaitement ordonnée, surgit sur un terrain qui, selon la même histoire, aurait dû rendre toute construction extrêmement difficile. Mais lorsque l'on marche dans certaines rues, une impression étrange s'installe. De nombreux bâtiments présentent des niveaux inférieurs clairement enfouis. Pas de simples caves fonctionnelles. Des fenêtres décorées, des corniches basses, des arcs d'entrée qui descendent là où l'on s'attendrait à monter. L'architecture semble parler une langue différente de celle des manuels. Elle semble dire que le sol actuel n'est pas celui pour lequel ces façades ont été conçues. L'explication revient toujours avec la même tranquillité. Les inondations. La Neva déborde. Le terrain s'affaisse, la ville s'enfonce, les dépôts s'accumulent, mais ce détail paraît secondaire seulement jusqu'à ce qu'on le replace dans son contexte.
Car si Saint-Pétersbourg a été construite dans des conditions aussi difficiles, si les registres auraient dû être innombrables, où sont les traces détaillées d'un chantier d'une telle ampleur? Où sont les volumes de commandes, les listes de matériaux, les journaux de construction à l'échelle exigée par cette architecture? Où sont les documents proportionnés à l'effort que l'on nous décrit? Ce que l'on trouve souvent, ce n'est pas une ville en train de naître. C'est une ville déjà là, presque complète, déjà complexe, déjà partiellement enfouie dans un récit qui ne laisse que peu de place au doute. Et ce silence documentaire, à lui seul, devient une anomalie. Le mot qui revient dans ce domaine est souvent mal compris, mudflood ou inondation de boue. Ce n'est pas un terme académique établi. On ne le trouve pas tel quel dans les classifications géologiques, mais ce qu'il désigne existe sous d'autres noms. Des coulées de débris, des lahares après une éruption volcanique, des dépôts alluviaux violents après une rupture glaciaire ou un bouleversement sismique, des masses liquéfiées de boue, de limon et d'eau capables de recouvrir un paysage en peu de temps. La question n'est donc pas de savoir si la boue peut engloutir une ville. Elle le peut. La question est de savoir si le motif observé dans l'architecture suggère quelque chose de local ou quelque chose d'un ordre beaucoup plus vaste. Entre environ 1750 et 1850, une période étrange se dessine. Des villes sont dites nouvelles, d'autres sont reconstruites après des incendies. D'autres encore explosent soudainement pendant ce que l'on appelle la révolution industrielle. Et dans cette même période, revient sans cesse une couche enfouie, un premier étage qui ne devrait pas être sous terre, une façade trop basse pour le niveau actuel de la rue. Paris, Londres, Vienne, Moscou, Le Caire, Delhi, Istanbul, Philadelphie, Boston, Cincinnati. Les noms changent, les langues changent, les archives changent. Le motif, lui, revient. Ce n'est pas une preuve définitive, mais c'est une anomalie qui dérange. Et elle devient encore plus étrange lorsqu'on élargit le cadre au-delà de l'Europe et de l'Amérique. À Mohenjo-Daro, dans l'actuel Pakistan, les ruines révèlent une ville d'une sophistication remarquable. Rues en grille, briques standardisées, systèmes de drainage couverts, bâtiments à plusieurs niveaux. L'archéologie officielle place cette cité vers 2500 avant notre ère. Mais ce qui frappe, au-delà de son ancienneté, c'est la manière dont certaines structures apparaissent scellées sous des couches de limon compact. Les niveaux inférieurs ne semblent pas simplement avoir été oubliés sous une lente poussière de siècles. Ils donnent parfois l'impression d'avoir été enfermés rapidement, comme si une ville vivante avait été saisie par une matière venue de l'extérieur. Et puis il y a les récits. Il serait trop facile de prétendre que toutes ces traditions décrivent littéralement le même événement. Mais il serait tout aussi facile, et peut-être plus dangereux, de les réduire à de simples mythes sans résidus historiques. Car les cultures ne conservent pas, pendant des millénaires, une image aussi puissante sans raison. Peut-être que ces histoires ont été déformées. Peut-être qu'elles ont été symbolisées, moralisées, intégrées à des religions. Mais une question demeure, que reste-t-il au fond de ces récits d'une mémoire réelle? Ce que les archives ne disent pas est parfois aussi important que ce qu'elles révèlent. Regardons maintenant le XIXe siècle. Entre 1840 et 1900, une vague d'architecture monumentale apparaît dans le monde industrialisé. Palais de justice, gares, universités, bibliothèques, opéras, hôpitaux, bâtiments gouvernementaux. Tout semble surgir avec une vitesse difficile à concilier avec les moyens officiellement disponibles. Colonnes, reliefs, plafonds voûtés, ferronneries décoratives, façades sculptées, dômes, frontons, escaliers massifs. On attribue ces constructions à une époque que l'on imagine encore pleine de chevaux, de charrettes, d'outils manuels, de chantiers sans grues modernes, sans machines électriques, sans logistique numérique, sans communication instantanée. Des plans dessinés à la main, des messages envoyés par lettres, des matériaux extraits, transportés et assemblés à un rythme que les calendriers officiels
présentent parfois comme presque miraculeux. Était-ce seulement une construction? Ou bien une mise en scène autour de quelque chose de déjà présent, réhabillé, adapté, présenté au public comme une création récente? Ce n'est pas une certitude. Mais l'idée s'accroche, parce qu'elle revient ailleurs. La réponse officielle est l'ingéniosité, l'effort, la volonté. Peut-être. Mais parfois, l'explication habituelle devient beaucoup moins confortable lorsqu'on cesse de la lire comme une célébration et qu'on la regarde comme un problème logistique. Comment? Comment extraire, fondre, transporter, ajuster et assembler une telle masse à cette époque, dans ce contexte, avec cette précision? La question n'accuse pas. Elle demande simplement à être prise au sérieux. Et si une partie de ce que nous appelons construction était en réalité une finition, une adaptation, une appropriation de structures déjà présentes dont il fallait compléter, réparer ou renommer l'origine? Les premières photographies urbaines du XIXe siècle rendent cette hypothèse difficile à oublier. Des villes supposées récentes y apparaissent déjà anciennes. Des rues, parfois presque vides, sont bordées de façades monumentales. Les populations documentées semblent trop faibles pour l'infrastructure visible. Les moyens déclarés semblent trop modestes pour l'ambition architecturale. Les calendriers paraissent trop courts pour la maturité du résultat. Et cela nous mène à une question plus dérangeante. D'où venait ce modèle? Une tradition partagée? Une école architecturale dominante? Une imitation rapide des styles européens? Tout cela a pu jouer. Mais à mesure que l'on examine les dates, les populations, les moyens, la coordination nécessaire, quelque chose résiste. L'ensemble paraît parfois moins avoir été inventé que reçu, hérité. Puis viennent les incendies. Entre le milieu du XIXe siècle et le début du XXe, un nombre étonnant de grandes villes connaissent des destructions massives. Chicago en 1871, Boston en 1872, Seattle en 1889, Jacksonville en 1901, Baltimore en 1904, San Francisco en 1906, Londres avait brûlé en 1666, Moscou en 1812. Constantinople connut aussi des incendies répétés. À chaque fois, le récit est connu. Destruction, nettoyage, reconstruction. Mais ce qui suit est parfois plus étonnant que la catastrophe elle-même. Les villes renaissent vite, plus ordonnées, plus vastes, plus modernes, plus sophistiquées. Comme si le feu, au lieu de freiner l'histoire, ouvrait une fenêtre. Comme s'il permettait de corriger, de recouvrir, de redessiner ce qui restait. Le silence, encore une fois, devient presque plus parlant que les découvertes. Car il n'est pas nécessaire d'imaginer une suppression active à chaque étape. Il peut exister une forme d'oubli plus diffuse, plus inquiétante. Une décision collective, consciente ou non, de ne pas tirer sur le fil, de ne pas compliquer le récit, de ne pas demander ce que signifient ces fondations, ces caves trop élaborées, ces niveaux enterrés, ces villes qui semblent commencer après avoir déjà existé. Et si les bâtiments étaient déjà là? Si certaines villes n'avaient pas été entièrement construites par ceux qui en ont écrit l'histoire, mais héritées, occupées, réparées, réinterprétées? Alors la question ne serait plus seulement « comment ont-ils construit cela ?» Elle deviendrait « qui l'a construit avant eux ?» Et qu'est-il arrivé à ceux qui l'ont fait? C'est ici qu'un nom revient souvent, avec toutes les précautions nécessaires, Tartarie. Non pas comme un empire confirmé au sens strict, non pas comme une dynastie parfaitement établie par des archives continues, mais comme une présence cartographique troublante. Un nom immense sur d'anciennes cartes. Lit. Une désignation géographique qui apparaît, s'étend, puis disparaît progressivement du langage officiel. Un vide de civilisation à l'échelle d'un continent, recouvert plus tard par d'autres récits, d'autres frontières, d'autres noms. Il ne s'agit pas de dire que chaque dôme, chaque façade, chaque ville enterrée
prouve l'existence d'un empire effacé. Ce serait aller trop vite. Mais il est difficile de ne pas remarquer que le même type d'architecture, que l'on peine parfois à expliquer, semble correspondre à une période où de vastes zones du monde étaient encore décrites sous des noms aujourd'hui presque retirés de la mémoire commune. Cartes qui montrent. Cartes qui cessent de montrer. Archives qui nomment. Manuels qui ne nomment plus. La disparition n'a pas toujours besoin d'être brutale pour être efficace. Parfois, il suffit de remplacer les mots, de déplacer les dates, de classer les ruines dans des catégories acceptables et d'apprendre aux générations suivantes à ne plus poser la question dans les mêmes termes. Si une civilisation précédente a existé, avancé, connecté, techniquement capable, alors la boue n'aurait pas seulement été une catastrophe. Elle aurait été un mécanisme. Le moyen par lequel un monde entier aurait pu être recouvert puis réattribué. Et c'est là que l'hypothèse de l'inondation de boue prend une autre dimension. Non plus comme curiosité géologique, non plus comme théorie marginale, mais comme image d'un réajustement du monde. Une couche matérielle déposée sur une couche d'histoire. La cause, évidemment, change tout. Mais le problème d'une explication purement naturelle est sa géométrie. Les catastrophes naturelles, même vastes, ne produisent pas facilement les mêmes effets dans des villes séparées par des milliers de kilomètres. Elles ne déposent pas partout des profondeurs comparables. Elles ne créent pas d'elles-mêmes le même motif architectural. Fenêtres à demi enterrées, premiers étages souterrains, rues rehaussées, transition soudaine dans l'usage des bâtiments. Sauf si l'événement était d'une ampleur que notre cadre moderne peine à imaginer. Mais une autre possibilité demeure, plus sombre. Et si l'événement naturel n'avait pas été la cause principale de l'effacement, mais son opportunité? Une catastrophe réelle, dévastatrice, utilisée pour réécrire, pour reprendre, pour renommer, pour recouvrir ce qui restait d'une civilisation déjà fragilisée. Le monde ancien aurait été détruit par la nature, puis effacé par les institutions qui sont venues après. La boue aurait couvert les pierres. Les incendies auraient effacé les surfaces. Les archives auraient simplifié le reste. Ce n'est pas nécessairement un complot au sens classique. Peut-être quelque chose de plus froid et de plus banal, une gestion du passé, une réduction progressive de ce qui ne rentrait pas dans le récit utile, des dates de fondation fixées après coup, des constructions attribuées aux nouveaux occupants, des infrastructures héritées décrites comme innovations, des anomalies classées comme caves, ruines, erreurs de chantier, particularités locales. L'explication officielle devient fragile lorsqu'elle veut tout tenir à la fois. Elle veut dire que ces villes ont été construites en quelques décennies avec des moyens limités, mais elle veut aussi expliquer une architecture qui suppose des savoir-faire longs, des chaînes logistiques puissantes et des traditions coordonnées. Elle veut dire que les rues se sont élevées lentement, mais elle doit expliquer des niveaux entiers enterrés de façon cohérente. Elle veut dire qu'il n'y avait rien avant, mais elle doit composer avec ce qui apparaît sous les fondations. Quelque chose est venu avant. La seule question est de savoir si ce quelque chose a été effacé par la géologie, par la politique, ou par une alliance silencieuse des deux. L'information ne disparaît pas toujours par destruction. Elle peut disparaître par classement, par indifférence, par répétition d'une version commode, par cette force étrange qui pousse les sociétés à préférer une histoire claire à une histoire vraie mais inconfortable. Une fois qu'on le voit, il devient difficile de revenir en arrière. Les fenêtres enterrées, les villes relevées, les incendies suivis de reconstructions plus grandes encore, les expositions monumentales qui surgissent puis s'évanouissent, les cartes où certains noms apparaissent puis se retirent. Les photographies de rues immenses, presque vides, bordées de bâtiments trop majestueux pour les populations censées les avoir bâtis. Les caves qui ressemblent à des rez-de-chaussée. Les fondations qui semblent attendre un niveau de rue disparu. Ce ne sont pas seulement des idées. Ce sont des choses que l'on peut voir.
mesurer, photographier, des pierres, des seuils, des corniches, des escaliers, des fenêtres. Des détails silencieux, mais persistants. Et peut-être que la question la plus importante n'est pas de savoir si tout cela prouve une civilisation oubliée. Peut-être que la vraie question est plus simple et plus dérangeante. Pourquoi n'avons-nous jamais accepté de poser la question jusqu'au bout? Que signifie hériter d'un monde sans savoir qu'on en hérite? Vivre dans des villes dont nous avons appris les dates de fondation, mais dont les niveaux les plus bas semblent raconter autre chose? Marcher sur des rues qui ont peut-être été relevées non seulement pour l'hygiène, mais pour aligner le présent sur un récit supportable. Habiter des bâtiments dont nous pouvons copier les façades, mais dont nous ne comprenons plus vraiment l'origine. Si une civilisation antérieure a existé, non pas mythique, non pas fantastique, mais simplement précédente, plus vaste ou plus avancée que ce que notre chronologie permet d'admettre, alors la perte n'est pas seulement architecturale, elle est intellectuelle. Elle touche à ce que nous croyons savoir du monde, non pas lentement, non pas paisiblement, mais dans une rupture. La boue aurait recouvert, le feu aurait nettoyé, les reconstructions auraient nivelé, les archives auraient retenu seulement ce qui pouvait être intégré au récit, et les générations suivantes auraient appris à appeler cela progrès, urbanisation, modernité. Les bâtiments, eux, sont restés, patients, à moitié enterrés, leurs premiers étages obscurs, leurs encadrements encore visibles sous les trottoirs, leurs corniches assises trop bas, comme si elles attendaient une rue qui ne reviendra jamais à sa hauteur d'origine. Leurs fenêtres, conçues pour recevoir le soleil, regardent maintenant la terre. Je ne sais pas exactement ce qui s'est produit. Je ne sais pas à quelle échelle, ni à quelle date, ni si la main qui a recouvert ce monde était naturelle, humaine, ou les deux. Mais une chose demeure difficile à ignorer. Le sol n'est pas toujours là où il devrait être. Et l'histoire que l'on nous donne pour l'expliquer semble parfois beaucoup trop petite pour ce qu'il y a dessous.